Lorsque mon oncle Sylvain est décédé, toute la famille était en ébullition, parlant de qui hériterait de sa fortune. Il n'était pas seulement riche. C'était le genre d'homme qui possédait plusieurs domaines, conduisait des voitures que la plupart des gens ne voyaient que dans les magazines, et on disait qu'il avait des investissements cachés partout dans le pays. Tout le monde supposait que sa mort signifierait une fortune pour le reste d'entre nous. Mes cousins sont entrés dans le bureau de l'avocat pratiquement en bavant, prêts à réclamer leur part de son patrimoine de 35 millions d'euros. Je n'y suis pas allée avec la même attente. Ma mère, Marianne, m'avait appris que la dignité comptait plus que l'argent, et je n'en avais de toute façon jamais eu beaucoup. Je travaillais dur à la scierie, joignant à peine les deux bouts, et je l'aidais avec les factures depuis la mort de mon père. Je ne rêvais pas de voitures de luxe ou de maisons de vacances, mais je croyais toujours que quelque part dans son cœur, mon oncle Sylvain m'avait peut-être laissé quelque chose de significatif, un signe que je n'étais pas invisible à ses yeux. L'avocat commença à lire le testament, et juste comme ça, les cousins obtinrent exactement ce qu'ils voulaient. Romain, l'aîné, hérita de l'un des manoirs au bord du lac de Sylvain et d'une collection de voitures anciennes. Charlotte, sa sœur, reçut un fonds de fiducie qui la mettrait à l'abri pour la vie. Leurs sourires suffisants remplirent la pièce. Lorsque l'avocat arriva enfin à mon nom, je redressai le dos, espérant au moins un petit peu de sécurité pour ma mère et moi. Au lieu de cela, j'entendis ces mots: à mon neveu, Étienne, je laisse une vieille boîte à outils en métal, au contenu inconnu. Le rire de mes cousins me frappa comme une gifle. Romain se pencha avec un ricanement et dit: parfait. Le perdant reçoit la ferraille, ajouta Charlotte. Je suppose que Sylvain pensait que tu serais plus à l'aise avec les ordures qu'avec un trésor. Tous les autres dans la pièce ricanèrent ou secouèrent la tête comme si c'était une blague. Mon visage brûlait, mais je gardai le silence. J'acceptai la boîte à outils comme si de rien n'était, même si mon cœur se serrait. Transporter cette boîte bosselée et rouillée hors du bureau de l'avocat fut l'un des moments les plus humiliants de ma vie. Tous les autres tenaient des papiers pour des propriétés et des comptes bancaires. Je tenais un morceau de ferraille. J'entendais les chuchotements derrière moi en sortant, et chaque pas me rappelait à quel point ils me croyaient petit. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, et ce que je ne réalisais pas encore moi-même, c'est que la vraie histoire ne portait pas sur ce qu'ils avaient obtenu ou ce que je n'avais pas. Elle portait sur ce qui était caché à l'intérieur de cette boîte. Et quand je l'ai découvert, ma vie a changé d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Après avoir quitté le bureau de l'avocat avec cette vieille boîte à outils rouillée dans les mains, je ne pouvais me débarrasser du sentiment d'être la cible d'une blague cruelle. Mes cousins se pavanaient jusqu'à leur voiture avec des dossiers remplis d'actes de propriété et de relevés bancaires tandis que je serrais une boîte cabossée qui semblait appartenir à une décharge. Leur rire résonnait encore à mes oreilles, plus fort que le trafic dans la rue. Je voulais croire qu'il y avait plus à cela, que peut-être mon oncle Sylvain avait une raison, mais debout là sur le parking, je sentais la piqûre de l'humiliation plus que toute autre chose. Ma mère, Marianne, m'attendait à la maison. Elle était restée à la traîne pendant la lecture du testament car sa santé l'empêchait de marcher sur de longues distances, et je ne voulais pas lui faire subir le spectacle de voir ses proches se moquer de son fils. Quand je suis entrée, elle a levé les yeux de sa chaise berçante, ses mains fragiles posées sur ses genoux, et m'a offert ce sourire qu'elle réservait toujours au moment où la vie semblait insupportablement lourde. « Qu'est-ce que ton oncle t'a laissé, Étienne » demanda-t-elle doucement. Je posai la boîte à outils sur la table de la cuisine avec un bruit sourd. Ça. Juste ça. Elle l'étudia silencieusement, ses yeux s'attardant non pas sur la rouille et les bosses, mais sur le poids que je portais sur mes épaules. Ne sois pas honteux, dit-elle. Parfois les plus petits cadeaux portent le plus grand sens. Je voulais la croire, mais ma fierté était blessée. Toute ma vie, j'avais travaillé dur, pris soin d'elle après le décès de papa, et n'avais jamais demandé plus qu'une chance équitable. J'avais espéré que mon oncle le reconnaîtrait d'une manière ou d'une autre. Au lieu de cela, on m'avait fait passer pour un imbécile devant une famille qui me considérait déjà comme rien. Pour comprendre l'amertume que je ressentais ce jour-là, il faut savoir qui était vraiment mon oncle Sylvain. Pour la plupart des gens de notre ville, il était plus grand que nature. Il avait fait fortune dans le transport maritime et l'immobilier, achetant des terrains que personne d'autre ne voulait et les transformant en empire. C'était l'homme qui arrivait toujours dans une nouvelle voiture,
qui portait des costumes qui semblaient coûter plus que mon salaire annuel. Lors des réunions de famille, il ne se vantait jamais, mais sa présence rendait tout le monde conscient de ses propres lacunes. Je l'avais admiré quand j'étais plus jeune. Je me souviens qu'à 10 ans, je le regardais traverser la pelouse lors d'une réunion de famille, distribuant des cadeaux aux cousins. Romain a eu un gant de baseball en cuir. Charlotte a eu un nouveau vélo brillant avec des rubans sur le guidon. J'attendais patiemment, espérant quelque chose de petit, même une petite voiture. Quand Sylvain s'est finalement tourné vers moi, il m'a tapoté l'épaule et a dit « Un jour, Étienne, tu comprendras que tous les trésors ne brillent pas », puis il est parti sans me laisser quoi que ce soit. À l'époque, je pensais qu'il m'avait oublié. En vieillissant, je me suis demandé si peut-être il voyait en moi quelque chose de différent, quelque chose qui ne pouvait pas être récompensé par des choses matérielles. Pourtant, quand je me suis assis à la lecture de ce testament et que j'ai entendu les mots « boîte à outils rouillée », je me suis senti à nouveau comme ce petit garçon, négligé et oublié. Romain et Charlotte s'étaient toujours comportés comme des royaux dans la famille. Romain était le genre de cousin qui se vantait à chaque dîner de fête de ses nouvelles entreprises, bien que la plupart d'entre elles aient échoué. Il portait l'arrogance comme une armure, et quand il se moquait de moi, c'était toujours le genre de rire qui transperçait la peau. Charlotte n'était pas meilleure. Mordante et infiniment critique, elle me regardait comme si mon travail acharné à la scierie était la preuve que je manquais d'ambition, et non la preuve de ma loyauté et de mon endurance. Pour eux, ma vie était une série d'échecs, et la boîte à outils semblait confirmer leur opinion. Je ramenais ce poids dans ma petite maison, où chaque mur racontait l'histoire de la lutte. Le linoléum du sol se décollait. Le papier peint dans le couloir avait commencé à se recourber sur les bords. Les médicaments de ma mère étaient rangés en rangées soignées sur le comptoir, des rappels des factures qui semblaient se multiplier chaque mois. Je n'avais pas de manoir, pas de voiture chère, pas même un compte d'épargne stable. Je n'avais que ma fierté, mon travail et ma promesse de prendre soin de ma mère, peu importe à quel point cela deviendrait difficile. La boîte à outils est restée sur la table de la cuisine pendant des heures, tandis que j'essayais de l'ignorer. J'ai préparé le dîner pour ma mère, les mêmes haricots et pain de maïs que nous mangions la plupart des soirs, et je l'ai écoutée fredonner doucement tandis qu'elle recousait un bouton lâche sur ma chemise de travail. Elle ne s'est jamais plainte de notre vie. Elle avait connu à la fois l'épreuve et le confort, et elle me disait toujours qu'un homme n'était pas mesuré par ce qu'il possédait, mais par la façon dont il se comportait quand il n'avait rien. Cette nuit-là, alors que j'étais assis en face d'elle, j'ai réalisé pourquoi la piqûre de l'humiliation faisait si mal. Ce n'était pas seulement le rire de mes cousins, ou la déception de repartir avec si peu. C'était la peur que peut-être mon oncle Sylvain ne m'ait jamais vraiment vu du tout. Peut-être m'avait-il regardé de la même manière qu'eux, comme un homme destiné à la ferraille, indigne de confiance ou de responsabilité. Mais les mots de Marianne sont restés avec moi. Elle avait dit, « Les plus petits cadeaux portent parfois le plus grand sens ». Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, mais je savais qu'elle le croyait. Cette fois seule était suffisante pour m'empêcher de jeter la boîte dans le cabanon et de l'oublier. Je continuais à la regarder, passant mes doigts sur la surface rugueuse, me demandant pourquoi elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Je ne réalisais pas encore que ce poids était plus que physique. C'était le poids d'un secret attendant d'être découvert, le genre de secret qui pourrait réécrire toute ma vie. La boîte à outils est devenue une ombre dans ma maison. Elle est restée sur la table de la cuisine pendant des jours. Sa présence me rongeait d'une manière que je ne pouvais expliquer. Chaque fois que je passais devant, je ressentais à la fois de la colère et de la curiosité. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien de plus qu'une blague cruelle, une dernière insulte pour me rappeler ma place dans la famille. Pourtant, quelque chose à propos de son poids persistait dans mon esprit. Le 3e soir, après la lecture du testament, Romain est apparu à ma porte. Il s'appuyait nonchalamment contre le cadre comme s'il possédait l'endroit, sa chemise de soie impeccable et son parfum remplissant l'air avant même qu'il ne parle. « Alors, cousin, dit-il avec un sourire, comment va ton trésor? Tu as trouvé des clous en or dans cette boîte? » Je serrai la mâchoire, forçant la politesse. « C'est juste une boîte à outils, Romain. » Il sourit, s'approchant, sa voix devenant un ricanement. « C'est tout ce que tu auras jamais, Étienne. De la ferraille pour un homme de ferraille.
Tu aurais dû voir Charlotte au dîner hier soir. Elle a failli tomber de sa chaise en riant, s'imaginant que tu polissais cette chose rouillée comme si elle valait un sou. Ma mère, qui était assise dans le salon, cria sèchement, « Romain, ça suffit !» Sa voix portait encore de l'autorité même dans son état fragile. Mais Romain se contenta de hausser les épaules, me lança un signe de la main moqueur, et retourna à sa voiture. Son rire résonna dans la rue tandis qu'il s'éloignait. Je m'assis lourdement sur la chaise près de la table, fixant la boîte à outils. Les mots de Romain me piquaient, non pas parce que je les croyais, mais parce que je n'avais aucune preuve qu'il avait tort. J'ouvris le couvercle à nouveau, espérant à moitié qu'un miracle apparaîtrait. Tout ce que je vis, ce furent des outils ordinaires. Un marteau avec un manche fendu, quelques clés et un mètre ruban fissuré. Des outils qui semblaient n'avoir pas été utilisés depuis des années. Rien en eux ne parlait de sens ou de valeur cachée. Mais quand j'ai soulevé la boîte, j'ai de nouveau ressenti cette étrange lourdeur, comme si quelque chose pesait par le bas. J'ai passé ma main sur le dessous et j'ai entendu un léger cliquetis. Mon cœur s'est accéléré, même si je me disais que j'étais fou. Pourtant, je l'ai porté dans la chambre et l'ai posé sur le sol. J'ai tapoté le panneau inférieur avec mes phalanges. Le son n'était pas creux. Il était dense, comme si une deuxième couche se trouvait sous la surface. J'ai pris un tournevis dans le tiroir de la cuisine et l'ai inséré dans le bord. Le métal a résisté au début, mais avec suffisamment de pression, le panneau a commencé à se soulever. La sueur coulait sur mes tempes tandis que je l'ouvrais, ma respiration peu profonde, chaque muscle tendu d'anticipation. Finalement, le panneau céda, révélant un petit compartiment caché. À l'intérieur, il n'y avait ni argent ni or, mais un vieux téléphone à clapet, poussiéreux et rayé. Son antenne était légèrement tordue. Pendant un instant, je le fixai, confus. Pourquoi mon oncle cacherait-il un téléphone à double fond dans une boîte à outils ? J'appuyai sur le bouton d'alimentation, ne m'attendant à rien. À ma grande surprise, l'écran s'alluma d'une faible lueur. Avant que je ne puisse réfléchir, le téléphone sonna. Le son aigu perça le silence de la pièce, et mon cœur s'arrêta presque. Je manipulais les boutons, fixant le petit écran où le mot « appel entrant » clignotait. Je jetai un coup d'œil à ma mère, qui était venue à l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. « Réponds » murmura-t-elle. Mes mains tremblèrent tandis que j'appuyais sur le bouton vert et portais le téléphone à mon oreille. « Étienne, » dit une voix grave, calme et délibérée. « Si tu entends cela, c'est que Sylvain t'a fait confiance. Le véritable héritage commence maintenant. » Je me figeai. Ma gorge se serra et ma voix se brisa lorsque je réussis enfin à répondre. « Qui est-ce ? » « Tu le sauras assez tôt, » répondit la voix. « Suis les instructions et tout te sera révélé. Ne partage cela avec personne d'autre. Les autres ne comprendraient pas. C'est entre toi et l'homme qui connaissait ta valeur. » L'appel se termina brusquement. Je retirai le téléphone et le fixai, mon pouls battant la chamade dans mes oreilles. Ma mère entra dans la pièce, sa main posée sur mon épaule. « Étienne, qu'ont-ils dit ?» J'avalai difficilement. Ils ont dit, le véritable héritage commence maintenant. Ses yeux s'adoucirent, remplis de quelque chose entre la peur et la fierté. Ton oncle était un homme compliqué, mais il ne faisait jamais rien sans but. S'il t'a choisi, c'est qu'il y a une raison. Je restai assis sur le bord du lit, le téléphone encore chaud dans ma main, essayant de calmer mes pensées agitées. L'humiliation de Romain et Charlotte me semblait lointaine maintenant, remplacée par un feu grandissant en moi. Pour la première fois depuis cette lecture de testament, je sentis une étincelle de possibilité. Ce téléphone, ce message caché, signifiait que je n'étais pas oublié. Sylvain m'avait laissé plus que des miettes. Il m'avait laissé un secret et peut-être une responsabilité. Mais avec cette étincelle vint la peur. Je savais que mes cousins ne cesseraient jamais de se moquer de moi s'ils découvraient ce que je détenais. Pire encore, si ce soi-disant véritable héritage était précieux, ils pourraient essayer de le prendre par la force. La cupidité de Romain ne connaissait pas de limite, et la cruauté de Charlotte n'avait pas de frein. Quoi que je m'apprêtais à faire, je devrais agir avec prudence. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le téléphone était posé sur ma table de nuit,
silencieux et mystérieux. Je n'arrêtais pas de me repasser les mots en tête, le véritable héritage commence maintenant. Je me demandais si je mettais le pied dans un cadeau ou un piège. Quoi qu'il en soit, j'ai compris une chose clairement, ma vie n'était plus ordinaire. Cette boîte à outils n'avait pas seulement porté le poids du métal, mais le poids d'un secret qui allait tout changer. Le téléphone était posé sur ma table de nuit comme une chose vivante, son silence plus lourd que le son de sa sonnerie. Je me réveillais toutes les quelques heures, m'attendant à moitié à ce qu'il sonne à nouveau, espérant à moitié qu'il resterait silencieux. Au matin, ma mère me trouva à la table de la cuisine avec des cernes sous les yeux et la boîte à outils écartée. Elle me versa du café, ses mains fines et stables malgré son âge. « Tu dois décider, Étienne, dit-elle doucement. Tu peux l'ignorer et continuer à vivre comme tu l'as toujours fait, ou tu peux suivre où cela te mène. Mais si Sylvain a pris la peine de cacher ce téléphone, alors ce n'est pas une blague. » Ces mots s'ancrèrent en moi comme une pierre. Je savais qu'elle avait raison. L'humiliation de la visite de Romain brûlait encore dans ma poitrine. Mais maintenant j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. J'avais été choisie, bien que je ne comprenne pas encore pourquoi. Ce soir-là, le téléphone sonna à nouveau. Je faillis le laisser tomber en le prenant. La même voix grave parla, calme et mesurée. « Étienne, écoute attentivement. Il y a un centre de stockage à la périphérie de la ville. Unité 17. Le code pour le déverrouiller est la date d'anniversaire de ton père. Va ce soir. Ne dis à personne où tu vas. » L'appel se termina avant que je ne puisse poser de questions. Je fixais le téléphone, l'esprit en ébullition. Qui que ce soit, il connaissait des choses que seule la famille pouvait savoir. L'anniversaire de mon père n'était pas quelque chose que l'on pouvait trouver dans un registre public. J'ai dit à ma mère ce que la voix avait dit. Elle hocha lentement la tête, son expression grave. Ton oncle te faisait confiance. Il n'a jamais gâché sa confiance. Si tu y vas, vas-y prudemment. Prends le camion et ne laisse pas tes cousins te voir. L'idée que Romain ou Charlotte puissent avoir vent de cela me glaça. S'ils soupçonnaient qu'il y avait plus à mon héritage qu'une boîte à outils rouillée, ils me harcèleraient jusqu'à ce qu'il l'ait pour eux. Je décidai d'agir rapidement. À 21h ce soir-là, j'étais au volant de mon vieux pick-up, la boîte à outils verrouillée à l'arrière, le téléphone dans ma poche. Les routes étaient calmes, le genre de calme qui rend chaque son plus aigu. Mes phares coupaient l'obscurité tandis que je passais devant des champs vides et des magasins fermés. Mes mains serraient le volant de plus en plus fort à chaque kilomètre. Lorsque je me suis garé devant le centre de stockage, le portail était haut et menaçant. Le téléphone vibra dans ma poche juste au moment où je coupais le moteur. La voix revint, calme et sans hâte. Le code du portail est l'année où tu as obtenu ton bac. Utilise-le, puis va directement à l'unité 17. Je composai les chiffres, le cœur battant, et le portail s'ouvrit en grinçant. Je fis entrer le camion, le gravier crépitant sous les pneus semblant plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Les rangées de box s'étendaient dans les deux sens, les portes métalliques scintillant sous les faibles lumières. Je me garai devant le numéro 17 et descendis. Le clavier sur la porte clignotait en rouge. J'entrai la date d'anniversaire de mon père, chaque chiffre tremblant sous mes doigts. Lorsque le dernier chiffre s'enclencha, la lumière devint verte et la serrure se déverrouilla avec un lourd cliquetis. Je tirai la porte vers le haut, et l'écho de son roulement sembla secouer toute la rangée. À l'intérieur, l'air sentait légèrement la poussière et l'huile. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à une unité ordinaire, des étagères, une bâche recouvrant quelque chose de grand, des piles de carton, mais je pouvais sentir le poids de l'intention dans chaque détail. Le téléphone vibra de nouveau dans ma poche. J'ai répondu rapidement. La voix dit, « Tu es au bon endroit. Regarde sous la bâche, puis lis la lettre sur le bureau. » Je suis entré, mes bottes crissant sur le sol en béton. La bâche recouvrait quelque chose de lourd. Avec une profonde inspiration, je l'ai retirée et ai révélé 3 caisses métalliques empilées. Ma poitrine s'est serrée lorsque j'ai vu les lettres pochoirs sur leur côté, propriété de S. Holloway. Le nom de mon oncle. À côté des caisses se trouvait un bureau, vieux mais solide. Dessus se trouvait une seule enveloppe avec mon nom écrit en lettres grasses, Étienne.
Mes mains tremblaient lorsque je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main ferme de mon oncle. Étienne, si tu lis ceci, alors tu as déjà fait tes preuves. J'ai laissé les domaines et l'argent à tes cousins parce que c'est ce qu'ils voulaient. Cela les ruinera, et je ne m'en soucie plus. Toi, cependant, je te fais confiance avec ce qui compte vraiment. Ces caisses contiennent une partie de mon héritage, non seulement de la richesse, mais des registres, des cartes et des preuves d'investissement que toi seul peux gérer. Je t'ai choisi parce que tu travailles de tes mains. Tu vis avec humilité et tu comprends la loyauté. Ne gâche pas cela. C'est ton héritage. Protège-le. J'ai dû m'asseoir. Les mots tourbillonnaient devant mes yeux. Mon oncle ne m'avait pas abandonné, ne s'était pas moqué de moi. Il m'avait choisi au-dessus des autres. L'humiliation que je ressentais quelques jours auparavant commença à s'effriter, remplacée par quelque chose de plus lourd mais de plus fort, la responsabilité. Je regardais de nouveau les caisses, leurs parois en acier scintillant sous la lumière. J'imaginais les cousins célébrer leur domaine et leur voiture, ignorant que la véritable fortune, celle qui valait plus que de l'argent, se trouvait dans un box de stockage poussiéreux avec mon nom. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti l'étincelle de quelque chose que je pensais avoir perdu il y a longtemps, la fierté. J'ai pris le téléphone une fois de plus. J'ai lu la lettre, ai-je dit au récepteur. La voix a répondu, alors tu comprends. Ce n'est que le début. La ligne est devenue morte. Je suis resté là, dans l'unité silencieuse, les mots de mon oncle résonnant dans mon esprit, et je savais que j'avais franchi une ligne dont je ne pourrais jamais revenir. Ma vie avait changé. Ce qui allait suivre exigerait tout de moi. Je me tenais dans ce box de stockage, la lettre de mon oncle à la main et les caisses scintillant sous la faible lumière. Mes jambes étaient lourdes, ma poitrine serrée, comme si l'air lui-même portait le poids du moment. Pendant des années, on m'avait fait croire que j'étais le neveu oublié, celui destiné à vivre dans l'ombre de l'arrogance de mes cousins. Pourtant, me voici, fixant la preuve que mon oncle avait vu quelque chose en moi que personne d'autre n'avait vu. J'ai reposé la lettre soigneusement sur le bureau et me suis tourné vers les caisses. Elles étaient verrouillées avec de lourds cadenas, chacun estampillé des mêmes initiales, SH. J'ai essayé de soulever la première caisse, mais elle bougea à peine. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, cela pesait lourd. J'ai pris le pied de biche, appuyé contre le mur, et je l'ai coincé sous le cadenas jusqu'à ce que le métal cède. Quand j'ai soulevé le couvercle, je me suis figé. À l'intérieur, empilés soigneusement en rangées, se trouvaient des lingots d'or, des dizaines d'entre eux, brillant même sous la faible ampoule. Je n'avais jamais vu d'or qu'en image, mais l'éclat pur était indubitable. Mes genoux ont failli fléchir. La deuxième caisse contenait des liasses de billets de banque bien serrés, les bords nets malgré l'âge. La troisième était différente. À l'intérieur se trouvaient des journaux reliés en cuir, des cartes roulées avec de la ficelle et un jeu de vieilles clés. J'ai sorti un journal et les feuilleté. Chaque page contenait l'écriture manuscrite de mon oncle, soignée et délibérée, documentant des comptes, des investissements et des notes sur des propriétés dispersées dans différents départements. Ce n'était pas seulement de la richesse. C'était une feuille de route vers quelque chose de plus grand, quelque chose que mes cousins n'auraient jamais rêvé d'exister. Le téléphone vibra de nouveau. J'ai répondu rapidement, ma voix tremblante. Je les ai ouverts. L'or, l'argent, les journaux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? La voix à l'autre bout était calme, presque fière. C'est la véritable fortune de ton oncle. Pas les domaines et les voitures tapa accent grave l'œil qu'il a donné, mais le fondement de son empire. Il t'a fait confiance pour le perpétuer. Il croyait que tu avais le cœur pour le protéger, pas pour le gaspiller. J'ai avalé difficilement, fixant les journaux dans mes mains. Pourquoi moi? Il me parlait à peine. Parce qu'il t'observait, dit la voix fermement. Il savait que tu prenais soin de ta mère quand personne d'autre ne le ferait. Il savait que tu travaillais de tes mains, que tu gagnais ta vie à la sueur de ton front au lieu de la cupidité. Il savait que tu ne le trahirais pas. Tu étais son choix, Étienne, pas Romain, pas Charlotte. Des larmes me picotèrent les yeux tandis que je regardais l'or, l'argent, les journaux, tout m'attendant.
Le rire moqueur de mes cousins résonnait dans ma tête, mais maintenant il ne me transperçait plus. Ils pensaient avoir gagné, mais ils s'étaient retrouvés avec des jouets. J'étais au cœur du véritable héritage. Soudain, des phares balayèrent les rangées de box de stockage, me tirant de ma torpeur. Mon estomac se serra. Je me suis accroupi derrière les caisses, mon pouls battant la chamade. À travers les fentes de la porte, j'ai vu la voiture de Romain rouler lentement dans le complexe. Le capot noir et élégant brillait sous les lumières. Mon cœur s'est emballé en le regardant sortir, son téléphone collé à l'oreille, ses yeux scrutant la rangée. Oui, dit-il fort, sa voix portant dans la nuit calme. Le camion du perdant est là. Il cache quelque chose. Je serrai les poings. Il avait dû me suivre. Mon secret était à quelques secondes de la découverte. J'ai tendu la main vers le téléphone dans ma poche, murmurant dedans, Romain est là. Qu'est-ce que je fais? La voix a répondu sans hésitation, verrouille le box et pars maintenant. Protège ce qu'il y a à l'intérieur. Ne le laisse pas le voir. J'ai refermé les couvercles des caisses, remis la bâche par-dessus et claqué la porte. Mes doigts tremblaient alors que je la verrouillais de nouveau, tapant les chiffres sur le clavier avec une rapidité désespérée. Les pas de Romain se rapprochaient, son ton aigu d'impatience. Étienne, aboya-t-il. Je sais que tu es là. Ouvre. Laisse-moi voir ce que tu as. Je me suis forcé à marcher calmement vers mon camion, même si chaque muscle en moi criait de courir. C'est juste une vieille boîte, Romain, ai-je dit, ma voix calme, même si mon intérieur brûlait. Tu es venu jusqu'ici pour rien. Il me regarda fixement, la suspicion écrite sur son visage. Tu mens. J'ai croisé son regard, quelque chose en moi changeant. Pour la première fois, je ne me sentais pas plus petit que lui. Je me sentais plus fort. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur et je l'ai regardé une dernière fois. Mon oncle Sylvain m'a laissé ce dont j'avais besoin. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Je suis sorti du complexe, laissant Romain là, sous les lumières cruelles, les poings serrés, sa fierté blessée. Mes mains serraient le volant fermement tandis que je m'éloignais, ma respiration haletante, mais un sentiment de certitude me traversait. J'avais protégé le secret, du moins pour l'instant. Lorsque je suis rentré à la maison, ma mère m'attendait à la fenêtre. Elle a vu l'expression sur mon visage en entrant et n'a posé aucune question. Elle a simplement dit, « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, le poids de tout s'abattant sur moi, plus que je ne l'avais jamais imaginé. Elle a posé sa main sur la mienne. « Alors tu dois le porter avec sagesse. C'est ce que ton oncle voulait. » À ce moment-là, j'ai réalisé que le véritable point culminant de mon histoire n'était pas la découverte d'or, de journaux ou de fortune cachée. C'était la réalisation que mon oncle avait cru en moi quand personne d'autre ne l'avait fait. La boîte à outils avait été une porte, le double fond une clé, et le téléphone une voie me guidant vers la vérité. Mon héritage n'était pas seulement de la richesse. C'était la responsabilité, la confiance et la chance de prouver que l'homme que tout le monde sous-estimait était celui qui comptait le plus. La nuit où je suis rentré du box de stockage, j'ai à peine dormi. J'étais assis à la table de la cuisine avec la lettre de mon oncle étalée devant moi. Les mots se brouillaient tandis que je les lisais encore et encore. Mon oncle ne s'était pas moqué de moi. Il ne m'avait pas abandonné. Il m'avait fait confiance avec quelque chose de bien plus grand que l'argent. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti la force tranquille d'être choisi. Le lendemain matin, ma mère remarqua la différence en moi. Elle me regarda par-dessus sa tasse de thé et dit, « Ton père a toujours cru que tu étais destiné à plus que cette petite vie. » Je pense que Sylvain croyait la même chose. J'acquiesçai lentement. Il m'a laissé quelque chose de réel, maman, pas ce que Romain et Charlotte pensent avoir voulu. Quelque chose de plus, quelque chose que je dois protéger. Elle tendit la main à travers la table, sa main chaude sur la mienne. Alors protège-le et utilise-le pour faire le bien. C'est la seule façon pour que la richesse ait un sens. Ces mots me guidèrent les jours suivants. Je retournai au box de stockage, déverrouillant les caisses une par une, cataloguant tout ce qu'elles contenaient. L'or était écrasant. L'argent aurait pu effacer toutes les dettes que j'avais jamais connues et me laisser encore une fortune.
Mais ce sont les journaux qui me captivèrent le plus. Mon oncle y avait consigné ses pensées, ses stratégies, ses erreurs et ses espoirs. C'était comme s'il me parlait à travers le temps, m'apprenant à voir le monde à travers ses yeux. Je commençais à les lire tard dans la nuit. Il décrivait comment il avait bâti sa fortune, non pas par des raccourcis, mais par la persévérance, la patience et des risques calculés. Il écrivait sur les gens en qui il avait eu confiance et ceux qui l'avaient trahi. Il admettait ses regrets, surtout sur la façon dont il s'était éloigné de sa famille parce que la cupidité avait empoisonné trop de cœurs. Plus je lisais, plus je comprenais pourquoi il m'avait laissé cet héritage secret. Il voulait quelqu'un qui ne serait pas corrompu par cela. Pendant ce temps, Romain et Charlotte devenaient agités. La nouvelle se répandait vite dans notre famille, et ils commencèrent à remarquer que je ne semblais pas anéanti par mon soi-disant cadeau sans valeur. Romain s'arrêta de nouveau sans prévenir, sa voix dégoulinante de suspicion. « Tu es resté silencieux, cousin. Trop silencieux. Qu'est-ce que tu caches ?» Je rencontrai son regard avec un calme que je n'avais jamais connu auparavant. « Je ne cache rien, Romain. Je vis juste ma vie. » Il ricana, mais il y avait de l'incertitude dans ses yeux. Il s'était toujours nourri de ma faiblesse, et maintenant qu'elle avait disparu, il ne savait plus comment me traiter. Charlotte m'appela une semaine plus tard, son ton sec et moqueur. « Ne me dis pas que tu crois réellement que Sylvain t'aimait assez pour te laisser quelque chose de valeur. Il pensait que tu étais pathétique. » Je laissai ces mots glisser sur moi comme la pluie sur la pierre. « Crois ce que tu veux, Charlotte. Je connais la vérité. » Cette vérité me procura la paix. Je ne ressentais plus le besoin de leur prouver quoi que ce soit. Je ne brûlais plus de la colère de leur rire. Mon oncle avait vu ma valeur. Ma mère avait toujours cru en moi. C'était suffisant. Au fil du temps, je commençais à utiliser l'héritage d'une manière inattendue. Je payais les factures médicales de ma mère et m'assurais qu'elle avait le confort qu'elle méritait. Je fis des dons anonymes à l'église locale qui avait gardé ses portes ouvertes pour les familles en difficulté. Je finançais les réparations du centre communautaire où les enfants allaient après l'école, un endroit qui m'avait jadis tenu à l'écart des ennuis quand j'étais jeune. Chaque acte me rappelait que la richesse ne signifiait rien si elle n'était pas mise au service du bien. L'or et l'argent étaient des outils, mais le véritable trésor était la chance de vivre avec un but. Mes cousins, malgré tout leur luxe, restèrent piégés dans la faim insatiable de toujours plus. Ils exhibaient leurs manoirs et leurs voitures, pourtant leurs yeux restaient fixés sur moi, suspicieux et jaloux. Je les plains car ils ne comprendraient jamais ce que j'avais gagné. Un soir, Romain m'aborda de nouveau. Son visage était rouge de colère alors qu'il exigeait « Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que Sylvain t'a vraiment laissé ?» Je le regardai droit dans les yeux, ma voix calme et posée. « Il m'a laissé quelque chose que tu ne comprendras jamais, la confiance. » Pour la première fois, Romain n'eut aucune réponse. Il se détourna, marmonnant sous sa respiration, mais je savais que mes mots l'avaient frappé. Au fil des mois, je me trouvais transformé. Je n'étais plus l'homme moqué comme un échec. Je n'étais plus le neveu serrant une boîte rouillée. J'étais un homme portant le poids d'un héritage, non pas défini par la cupidité, mais par le but. La boîte à outils est toujours dans ma maison. Je la garde en souvenir, non pas de l'humiliation, mais du moment où tout a changé. Elle me rappelle que parfois le monde déguise ses plus grands cadeaux dans les emballages les plus simples. Cette leçon vaut plus que l'or. Donc, quand je raconte cette histoire, je ne la raconte pas pour me vanter de richesse ou de fortune. Je la raconte à cause de ce qu'elle m'a appris. Ne laissez jamais le rire des autres vous convaincre que vous ne valez rien. Ne supposez jamais que le plus petit cadeau n'a aucune valeur. Et n'oubliez jamais que le véritable héritage ne se mesure pas en domaine, en voiture ou en compte bancaire. Il se mesure en confiance, en responsabilité et en ce que vous choisissez de faire lorsque l'occasion se présente enfin à vous. Mon oncle Sylvain m'a donné plus que de l'argent. Il m'a donné l'opportunité de faire mes preuves, et cela a tout changé. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à ce que signifie la vraie valeur dans la vie, faites-moi une faveur. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez-moi vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci,
assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Votre soutien signifie beaucoup.